Donc, dernier orateur de cette table ronde, Charles-Édouard Arand, qui est agrégé et docteur en histoire, professeur d'histoire contemporaine à Rouen, et qui a intitulé sa communication « Aménager, protéger, observer la place de la nature et de l'éducation à l'environnement dans le scoutisme et le guidisme catholique ». Donc ça va faire écho avec quelques films et archives qui étaient présentés plus tôt dans la journée. Bonjour à tous. J'ai la dure tâche donc de terminer. J'espère que vous n'êtes pas complètement endormis. Et je vais essayer de tenir 20 minutes, endormi pour la digestion. Le scoutisme catholique, quand on entame les années 70, est pluriel. Il y a deux mouvements historiques, les scouts de France qui ont été créés en 1920 et les guides de France, la version féminine créée en 1923, mais sont venus s'ajouter à ces deux grands mouvements, deux autres mouvements en lien, qui réagissent à la réforme pédagogique opérée par les scouts de France et les guides de France entre 1964 et 1966. Et donc, ils se créent en réaction à cette réforme pédagogique. C'est donc 4 mouvements que je vais aborder et ça sera un des axes. Existe-t-il plusieurs perceptions de la nature au sein du scoutisme catholique ? Je ne vais pas voir tout le contexte, mais deuxième point de contexte sur lequel je voudrais rapidement revenir, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de la partie catholique religieuse qui irrigue ces mouvements. Et pour ces mouvements catholiques, l'Église a connu un aggiornamento qui est le Concile Vatican II, et une encyclique qui est rédigée par le pape Paul VI, qui s'appelle Populorum Progressio, pour le développement des peuples, en 1967. Le concile et l'encyclique vont reprendre la lecture de la nature catholique qui a cours et que les scouts ont repris, qui est de dire que la nature, c'est d'abord la création voulue par Dieu. Et l'homme, comme le dit le pape Paul VI dans Populorum Progressio, l'homme a vocation à achever la création, avec la reprise d'un des versets de la Genèse, controversé d'ailleurs la même année, avec le texte de Lynn White, soumettre la terre pour nourrir tous les hommes. Alors, il y a l'idée de soumission, mais c'est un anthropocentrisme nuancé, car évidemment, la créature ne peut pas se substituer au créateur. L'homme a vocation à achever la création, et puisque c'est aussi une lecture sociale, il s'agit d'assurer le bien commun et la justice. Et dans le texte Populorum Progressio, le pape Paul VI a évidemment en ligne de mire la question du développement qui doit être plus juste à l'échelle mondiale, et surtout de la famine dans laquelle beaucoup de catholiques sont engagés, à lutter évidemment contre la famine. Donc ce contexte est important parce que dans le scoutisme, on va suivre en fait les textes du pape, évidemment aussi ceux du Concile Vatican II. Les axes de réflexion que j'ai choisis, donc d'abord la pluralité de l'approche de la nature, de son utilisation dans ces scoutismes pluriels. J'ai repris également plusieurs questions des travaux précédents de ce programme, avec la question, est-ce que finalement les activités, les techniques de vie dans la nature sont perçues comme sclérosées à partir des années 70 ? Comment se diffusent les conceptions d'une nature comme lieu et milieu d'apprentissage pour se découvrir, se situer par rapport aux autres dans la vie de groupe? Je trouvais que c'était très intéressant et que ça faisait écho au scoutisme. Et je vais vous montrer que les activités traditionnelles ne sont pas sclérosées, même si en réalité on a une évolution. Et puis, questionnement, alors je ne sais pas si je vais le mener parce que j'ai moins de temps, mais questionnement important évidemment quand on analyse l'éducation
dans des mouvements religieux, enfin religieux, en tout cas catholiques, parce que c'est pas tout à fait religieux le scoutisme. C'est la question de la sécularisation qui au plus est théorisée dans les années 60, la sortie de la religion. Vous avez parlé tout à l'heure de déconfessionnalisation d'un certain nombre d'associations. Donc se poser la question, est-ce que lorsque on va s'intéresser à la question de l'environnement, à sa protection, on sécularise la création, question à laquelle je vais essayer de répondre. Ah non, pardon, c'est là. C'est la petite flèche, c'est ça pour changer? Oui? Non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ça y est. Nickel. Les temps changent. Les temps changent. 4 mouvements, 2 conceptions des rapports scoutisme-nature. D'abord avec donc les guides de France, mouvement féminin, les scouts de France, mouvement masculin. Ces 2 mouvements ont donc opéré une réforme pédagogique en 64-66 qui vise, pour la résumer très rapidement, à s'engager un peu plus dans la société. La fameuse bonne action ne peut pas être juste une bonne action comme ça, il faut vraiment jouer le rôle d'éducateur civique. Deuxième élément qui préside à la réforme pédagogique, l'éducation à la démocratie, et donc jouer sur un élément essentiel du scoutisme qui était la vie en équipe, on disait patrouille ou équipe, avec une verticalité, c'est-à-dire que le chef de patrouille, c'était le plus âgé, il avait un certain nombre de responsabilités, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Et donc on va lisser un peu cette verticalité pour faire jouer un peu plus la démocratie avec le jeu des conseils. Et donc pratiquement, pour assurer cette éducation civique et cette éducation à la démocratie, on va scinder la branche adolescente qui, depuis Baden-Powell et la création des Scouts de France et des Guides de France, comprenait les adolescents de 12 à 17 ans. Qu'on appelait les éclaireurs chez les Scouts de France et les guides chez les Guides de France. Et donc on va créer des branches de 11-14 ans et des branches de 14-17 ans. Bon, je vous ai mis également les autres ventilations de tranches d'âge. Les louveteaux pour les garçons, les Jeannettes pour les filles, pour les 8-11 ans, et les branches aînées, qui étaient les routiers ou les guides aînés, deviennent les compagnons pour les Scouts de France et les Jeunes en Marche pour les Guides de France. Il faut trouver des activités. Et c'est là que les fondateurs de la réforme vont proposer que ces jeunes adolescents, il faut trouver des activités renouvelées pour ces adolescents, les pionniers et les caravelles, les 14-17 ans, on va proposer les chantiers. Et donc il y a un passage du rapport à la nature au cours de milieu des années 60 et qui va rester tout au long des années 70 et encore dans les années un peu 80, même si je vous parlais d'un glissement, qu'on a vu tout à l'heure dans un film d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on voyait des pionniers chemises rouges en Égypte avec un fond musical Jean-Michel Jarre, années 80, très marqué. Et on a donc cette idée qu'il faut aménager la nature, participer à la création, mais voyez, avec un agir, et non plus seulement la contemplation. Alors, ici, sur la diapo, à Lourdes, les pionniers, donc les garçons de 14-17 ans, participent en 1984 à l'aménagement du site de Lourdes. Vous voyez, aménagement de la nature, pour évidemment permettre les activités religieuses. En bas à gauche, ce sont des caravelles, donc les filles de 14-17 ans, qui aménagent le site de Mélan, qui se trouve dans les Alpes de Haute-Provence, j'en parlerai tout à l'heure, qui est une base d'activité des Guides de France. Et là, c'est une photographie de 1970. Donc un chantier, on est vraiment dans la logique de l'aménagement. Et vous voyez le livre qui évoque cette réforme pédagogique, l'école du chantier. Le titre est assez significatif. Alors, je vous disais, le scoutisme catholique est devenu pluriel. Il y a également une matrice catholique scout traditionnelle. Ce sont deux mouvements. L'un a été créé en 1958, les Guides et Scouts d'Europe, enfin d'abord sur le nom de Scouts d'Europe et il deviendra Guides et Scouts d'Europe en 1970.
C'était d'abord un mouvement œcuménique et plutôt pro-européen, mais qui accueille un petit groupe de scouts bretons très traditionnalistes, catholiques traditionnalistes et régionalistes, qui, parce qu'ils sont plus nombreux, vont prendre la main sur ce mouvement en 1962-63 et en faire les guides des scouts d'Europe, mouvement de catholicisme traditionnel qui accueille en fait beaucoup de déçus d'opposants à la réforme pédagogique. L'autre mouvement est issu d'une scission, ce qui n'est pas le cas des guides des scouts d'Europe, les scouts unitaires de France, qui voulaient conserver au sein des scouts de France, donc avec un esprit, vous voyez, un peu d'engagement quand même dans la société, mais qui voulaient conserver une branche adolescente unitaire, d'où leur nom, qui gardait l'esprit donc d'éducation un peu verticale. Et comme c'est pas possible, ils font scission en 1971. Ils vont conserver en fait le scoutisme avant la réforme. Et par exemple, l'article 6 dont Jean-Jacques a parlé ce matin est conservé tel qu'il avait été rédigé en 1920, alors que l'article 6 dans le scoutisme réformé, voilà, c'est le scout protège la vie parce qu'elle vient de Dieu, avec, vous voyez, l'idée d'agir. La guide découvre la nature, donc le jeune va être acteur, alors qu'on est plus dans le respect de la création dans les scoutismes traditionnels. De manière assez significative, les éditos de la revue Maîtrise pour les chefs, les éditoriaux de la revue Maîtrise pour les chefs, qui sont écrits par Pierre Géraud Keraod, qui est le commissaire général des guides des scouts d'Europe, qui est obsédé par la crise de la civilisation, qui représente bien ce catholicisme traditionnel, met l'accent sur l'abandon de la nature en tant que création, qui sépare, donc qui joue dans cette séparation de l'homme et de Dieu. Il faut donc retrouver la nature création. Et il critique notamment l'article 6 de la réforme pédagogique. Les 4 devoirs pour les scouts d'Europe, c'est de connaître la nature, la respecter, bien en user, associer la nature à la louange. Donc ça, on retrouve dans des éditoriaux de 74 et 1975. Je vous ai mis prêt au choc du futur, une crise de civilisation. Et c'est dans cette crise de civilisation que Pierre Géraud Keraod aborde la question du rapport à la nature. On retrouve la même tonalité et de manière quasi obsessionnelle dans les années 70. Les deux mouvements mettent en avant, le terme silence revient de manière assez significative et obsessionnelle dans les articles, y compris dans les revues pour les jeunes, puisque là je vous ai mis la revue Woodcraft des scouts unitaires qui concerne aussi les jeunes. Celle de 1973 propose que 1974 soit l'année de la nature. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont non seulement se positionner contre la perspective d'aménagement du territoire prise par les scouts et guides de France, et ils vont également se positionner contre l'écologie politique qui est en train de naître. Par exemple, dans cet article de Woodcraft en 1973, les SUF n'organiseront pas de dîner-débat, je cite, ou de grands colloques pour pleurer sur les malheurs de la nature, et ensuite ils critiquent l'écologie politique telle qu'elle est, il cite La Gueule ouverte telle qu'elle est développée dans La Gueule ouverte et Charlie Hebdo. Et Pierre Géraud Keraod signale que de nos jours, les révolutionnaires, on est en 74, eux-mêmes en viennent à éprouver une sorte de nostalgie de ce monde moins artificiel, plus simple et plus humain, dont la subversion politique, sociale et technique est en train de dissiper les derniers débris. Comme toi, c'est eux, en fait, les guides des scouts d'Europe, qui ont la bonne solution pour sauver la civilisation et non pas, évidemment, les révolutionnaires. Troisième point qui montre qu'il y a une évolution, c'est la matrice européenne. On l'a déjà un petit peu évoqué depuis le début de la journée. 1970, c'est l'année de la sauvegarde de la nature et les scouts de France vont s'y engager, notamment en lien avec les autres scoutismes catholiques de la région Europe. J'ai retrouvé tout un tas de lettres que s'échangent les différents responsables des mouvements, et notamment on va proposer des activités donc au sein des scouts de France pour les différentes unités, Louveteau 8-11 ans
les Rangers 11-14, les pionniers 14-17, en reprenant l'exemple des scouts suédois qui ont nettoyé des rivières, reboisé, et donc on propose de faire la même chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, il n'y a pas beaucoup de différence parce que les guides des scouts d'Europe vont aussi s'engager dans cette année, en 1970, et Pierre-Géraud Carotte, toujours lui, propose que les troupes suivent les exemples, les pistes évoquées dans les différents documents officiels. La perspective européenne, je la vois aussi à travers les liens donc tissés entre les 4 mouvements de scoutisme en France, catholique de scoutisme en France, et les mouvements de scoutisme catholique allemand, italien, belge, dans des activités, notamment par exemple les guides de France, dans les années 80, vont multiplier les actions avec l'association des guides et scouts catholiques italiennes, notamment autour de l'environnement des Alpes, avec des sessions de formation scientifique, mais aussi des échanges, des idées d'activités à mettre en œuvre au sein des mouvements. Alors, si je veux garder le temps, je continue à avancer. Deuxième thème, la nature en surplomb du temps et de l'espace scout-guide. La nature, en fait, elle est partout. La nature, elle est partout parce que si le rapport à la nature a changé chez les scouts de France et les guides de France, on passe à l'aménagement, je vous ai dit, il reste que l'idée que Jean-Jacques a évoquée de Baden-Powell, dès la fondation du scoutisme en 1907, c'est que la nature est éducatrice. Et donc, les 4 mouvements vont conserver cette orientation. Alors d'abord, ce qui est assez remarquable, c'est que dans les revues, dans les canevas d'activités qu'on peut retrouver, parce qu'il n'y a pas que les revues, il y a aussi les chefs produisent des canevas, des choses comme ça, c'est d'activités pour les week-ends, pour les camps d'été. Vous avez une sorte de rythme des saisons qui revient périodiquement, et notamment pour les branches cadettes, c'est-à-dire les louveteaux et les jeannettes, on propose aux chefs et aux cheftaines d'organiser des activités en lien avec les saisons. Donc à l'automne, on va aller observer les feuilles, on va faire des herbiers, on va regarder les champignons. Au printemps, les bourgeons, les oiseaux qui reviennent. Vous voyez ici Apprendre à connaître les oiseaux dans la revue Scout d'Europe de 1975, qui est pour l'ensemble des jeunes. Vous avez également 4 lieux qui reviennent constamment. Alors ces 4 lieux, c'est la mer d'abord, avec notamment le scoutisme marin, très présent dans les 2 mouvements traditionnels, parce que beaucoup d'unités marines ont choisi de partir dans les mouvements traditionnels. Donc on met en avant la mer, les activités, les sorties en bateau. Vous avez également la montagne, qui est très mise en avant pour les camps d'été et les randonnées. Le désert, alors il n'y a pas de désert en France, mais le désert tel qu'on l'imagine dans le scoutisme, c'est-à-dire le désert d'Afrique du Nord. Et par contre, il est omniprésent parce que c'est un lieu métaphorique, d'abord en lien avec plusieurs épisodes dans la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau, et parce que un personnage important pour le scoutisme, le missionnaire Charles de Foucault, y était en tant qu'ermite au début du XXe siècle, et il sert comme modèle. C'est le modèle du retrait. Et pourquoi c'est important ? Parce que dans le scoutisme traditionnel, la ville, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a évoqué déjà, la ville, c'est le lieu de la perdition, c'est le lieu du péché, c'est le lieu de la pollution, c'est le lieu où le rapport à Dieu s'étiole. Et donc, il y a cette volonté d'aller retrouver Dieu dans la nature, s'y extraire, comme par exemple les épisodes de la Bible. Mais le lieu qui revient de manière majoritaire, c'est la forêt, ou la jungle pour les louveteaux, puisque l'imaginaire de la branche louveteau, dans les 3 mouvements masculins, c'est le livre de la jungle. Alors la forêt, elle est omniprésente à travers des idées d'activité. Je passe, j'ai pas le temps, mais j'ai relevé tout un tas d'idées de grands jeux dans la forêt, d'activités
fabrication des installations et autres, comme vous pouvez voir derrière moi, mais vous avez également des mobilisations à tout âge pour le reboisement. Dès 1972, on propose au Louveteau, chez les Scouts de France, de planter un arbre. La ronde Jeannette des Guides de France de Crillon-le-Brave, c'est dans le Vaucluse, a planté des arbres en 1980. Des troupes Scouts d'Europe ont planté des arbres en 79, en 80, en 81. Et pourquoi? Parce que ils se sont mis au service, et on commence à voir le glissement que je vais faire apparaître. Ils se sont mis au service de la société parce que il y a la journée de l'arbre, puis le mois de l'arbre organisé en 78, puis 79. Le camp est évidemment le grand lieu et le grand moment. C'est à la fois le lieu, puisqu'on va camper dans un endroit qu'on veut hors de la ville, bien sûr, dans la forêt ou la montagne précitée. C'est aussi le temps, 1 semaine pour les branches cadettes, 2 à 3 semaines pour les autres branches préadolescentes et adolescentes. C'est le moment où où la méthode va pouvoir s'exprimer. Or, la méthode de Baden-Powell, reprise par les 4 mouvements, elle tourne autour de 5 axes que l'on doit utiliser dans l'éducation: le développement physique, spirituel, social, intellectuel et du caractère. Et toutes les activités, randonnée, cuisine, vous voyez sur la première page de Scouts d'Europe, installation, comme vous voyez, Scout en 1985, observation avec beaucoup d'activités de naturalisme, ici dans les cahiers de Mélan des Guides de France en 83, viennent donc comme moyen d'éduquer les jeunes au rapport à la nature. Donc là, on était dans une conception très traditionnelle, en fait, qui était restée dans les années 70-80. Alors, il y a quand même un glissement. Je vous ai dit, dans les années 70, on est encore très marqué par l'aménagement chez les Scouts de France et les Guides de France, et la volonté du retrait, de conserver le rapport à une création œuvre de Dieu dans les mouvements traditionnels, qui aussi en font un argument et un discours politique et culturel, dans la mesure où pour eux, c'est de dire que la civilisation technoscientifique capitaliste qui se construit, car il ne faut pas oublier qu'il y a une forte dose d'anticapitalisme dans le catholicisme traditionnel, eh bien, on a un mouvement qui va faire deux mouvements qui vont faire de la nature cette espèce d'Éden rêvé. Il y a pourtant un glissement donc à partir de 1979-1980, c'est à peu près là que je l'ai repéré. Par exemple, chez les Guides de France, à Mélan. Donc c'est en fait des bâtiments qui ont été restaurés à partir des années 60, chantier d'aménagement. On a restauré les sentiers, on a restauré les bâtiments, et les Guides de France, à partir de 1980, constituent une équipe qui est confiée à une femme qui avait été celle qui avait créé les chantiers de Mélan en 62, qui a pris la responsabilité de la réforme pédagogique de la branche aînée en 66-67, et qui revient en 1980 à la tête d'une petite équipe autour des cahiers de Mélan. Il s'agit de, comme elle le dit, de passer de la contemplation et de l'aménagement, puis de l'aménagement. Il faut passer maintenant à une nature considérée comme, excusez-moi, voilà, que je prenne la bonne fiche, voilà, considérée comme une richesse à épargner en vue de la sauvegarde des générations futures. Ça, on est en 1980. Et donc, les Guides de France vont, à partir de 1980, avec des cahiers, développer des articles scientifiques de botanique, géologie, faune, flore, des idées de jeu, par exemple un grand jeu de rôle en 84, où chaque fille doit incarner un rôle autour de la gestion des arbres, forestier, bûcheron, randonneur. Des centaines de jeunes filles viennent camper de toutes les tranches d'âge au cours des années 80 à Mélan, où elles sont sensibilisées à cette question de
l'observation, de la connaissance de la nature et de sa sauvegarde. Et on voit un glissement d'une tonalité très positive dans les deux mouvements réformés à une forme d'inquiétude quand même. Le développement, c'est bien, mais il peut être dangereux pour la nature. J'y reviens sur ce dernier point en conclusion du coup. Les scouts de France vont développer les camps protection de la forêt. En 1979, des incendies ont ravagé le nord de Marseille, le massif des Morts, et le responsable scout local, des scouts de France local, qui s'appelait Pierre Bonneric, qui s'appelle d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant, j'ai eu un entretien avec lui il y a pas longtemps, me racontait qu'il a été extrêmement touché par la mort de 2 marins-pompiers. Et donc il lance le 25 novembre 79 une grande journée rassemblant 15 000 enfants et jeunes pour nettoyer une des collines qui a été ravagée. Et comme ça marche, il y a eu en plus des scouts locaux, scouts de France locaux, des guides de France qui sont venus, et aussi il y a eu plein de jeunes qui sont venus. Et donc ça lui donne l'idée de créer des camps protection de la forêt qui sont ouverts aux pionniers à partir du début juillet 1980. Chaque année, et c'est toujours le cas aujourd'hui, chaque année du début juillet à fin août, des pionniers surveillent la forêt dans des guérites, dans des patrouilles, comme vous voyez ici en 1985, sensibilisent le public pour éviter qu'il y ait des barbecues sauvages, en lien avec les sapeurs-pompiers et l'ONF. Donc on a un glissement, vous voyez, de l'aménagement à la sauvegarde. Et puis, oui, je vais conclure. On voit apparaître dans les années 80 la question de la pollution et du traitement des déchets, et je vais conclure de fait avec ça, la question de la pollution et du traitement des déchets. Vous voyez par exemple le traitement des déchets dans Woodcraft, des scouts unitaires de France, et des jeux qui sont proposés, notamment par exemple chez les scouts de France pour les 11-14 ans, un grand jeu autour de la question d'une forêt qui est polluée, il faut retrouver les éléments pollués. Mais je voulais mettre l'accent aussi sur le document qui est en haut à votre droite, qui est la fiche de stage de formation des compagnons qui sont les 18-21 ans. On propose à partir des années 80 des stages de formation pour les compagnons autour du thème de la nature, explicitement pour sa sauvegarde. Et celui qui organise ça, c'est quelqu'un qui note dans un des documents que j'ai pu consulter, au cours d'une réunion, il faut que les compagnons organisent des camps de sauvegarde de la nature et plus seulement partir pour le développement du tiers-monde. Parce que c'était ça qu'on leur proposait depuis les années 70. Et il dit, cette idée, nous l'avons prise des campagnes de reboisement menées par les scouts de Haute-Volta, c'est-à-dire le Burkina Faso, à partir de 1972. Et il dit également, non seulement nous avons une dette envers ce scoutisme qui a commencé dès les années 70 à s'intéresser à la question de la protection de l'environnement et du reboisement, et donc décentrer le développement, et non plus seulement faire du développement économique, et deuxièmement, non seulement nous avons une dette, mais le développement peut être un mal développement. Et donc on voit le terme de mal développement dans les documents des scouts de France dans les années 80. 2 mots pour conclure. 1, pour dire que oui, il y a bien une pluralité d'approches de la nature dans le scoutisme catholique, au moins 2. Une autour de l'aménagement qui glisse vers la protection à partir des années 80, dans un scoutisme réformé qui cherche des activités à proposer à ces jeunes en vue de concrétiser la réforme pédagogique. Et un scoutisme traditionnel qui voit dans la nature le moyen de former les jeunes chrétiens face à une société qui se détache de la matrice catholique. Merci.